matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, une légende qui s'effondre, une histoire vieille de plus de 40 ans devant la justice. Le casse du siècle dans les égouts de Nice en 76 serait l'œuvre non pas de Spaggiari, mais d'un certain Cassandri qui sera jugé aujourd'hui à Marseille pour blanchiment. Jérôme Cahuzac en appelle pour éviter la prison. Pour le fisc, il y a eu un effet Cahuzac. La cellule de régularisation a permis de récupérer depuis plus de 8 milliards d'euros, une partie de l'argent planqué à l'étranger, vertigineux. Moins de diesel, plus de moteurs à essence. Résultat, les émissions de CO2 dues aux voitures repartent à la hausse en France pour la première fois depuis 23 ans, nous dira Nicolas Barré. Dans ce journal, l'embarras des nationalistes corses après les insultes contre la veuve de Claude Érignac. Le bitcoin, c'est haut, c'est bas. L'engouement que suscite cette monnaie virtuelle, ce sera l'enquête du 8h avec Martin Fenot. Et puis les JO, Martin Fourcade peut prendre sa revanche tout à l'heure en poursuite au biathlon. 8h15, Nadine Morano, députée européenne LR, elle vient d'obtenir le titre de conseillère de Laurent Wauquiez. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir structurer l'islam de France ? Péché d'orgueil, même plus de 40 ans après les faits, peut vous conduire en correctionnel. C'est l'histoire d'un paisible retraité de 74 ans, tellement paisible qu'il n'a jamais travaillé de sa vie, tellement fortuné que ça en devient suspect, et tellement vantard qu'il est allé se la raconter sous pseudonyme il y a quelques années dans un livre intitulé « La vérité sur le casse de Nice », qui le désigne, lui, Jacques Cassandri, comme le véritable cerveau du fric-frac de la Société Générale à Nice en juillet 76. C'est donc cet homme qui sera jugé aujourd'hui à Marseille, Guillaume Bier. Eh oui, car avant de tout raconter dans son livre en 2010, Jacques Cassandri a bien attendu que l'affaire du casse de Nice soit prescrite. Or, le vol en lui-même est bien prescrit, pas de problème, mais pas le blanchiment des 46 millions de francs dérobés à l'époque dans les coffres de la Société Générale. Le livre, fourmillant de détails inédits, a déclenché une enquête qui confirme l'implication probable de Cassandri et qui vaut à lui et à ses proches de comparaître au tribunal dans une demi-heure, 41 ans après les faits. Car vous l'avez dit, Jacques Cassandri est à la tête d'un patrimoine considérable à Marseille, en Corse et en Savoie notamment. Une fortune à l'origine douteuse et mystérieuse pour cette figure du grand banditisme marseillais surnommé le Tondu à cause de sa calvitie, déjà condamné pour proxénétisme et surtout pour ses liens avec la French Connection dans les années 70. Le cerveau du casse du siècle, ce n'était donc pas le fantasque Albert Spaggiari, mais plutôt Jacques Cassandri. Un tunnel creusé pendant 3 mois dans les égouts de Nice, plus de 300 coffres dévalisés et cette inscription restée mythique, ni armes, ni violence et sans haine. Butin 46 millions de francs dont on n'a jamais retrouvé la trace, du moins jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous, Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Blanchiment encore avec le retour aujourd'hui dans la justice de Jérôme Cahuzac, procès en appel à Paris. En première instance, l'ancien ministre avait été condamné à 3 ans de prison ferme. Mais Cahuzac, les pouvoirs publics et les Français peuvent lui dire merci, car c'est cette affaire qui a fait naître la cellule de régularisation fiscale à Bercy, où les contribuables ayant des comptes cachés à l'étranger étaient incités à se signaler. Et le résultat, Anne-Laure Jumet, le résultat aujourd'hui dépasse toutes les prévisions. Avec ce dispositif, l'État a engrangé la coquette somme de 8 milliards 400 millions d'euros. Au total, près de 51 000 dossiers ont été déposés. Plus gros chèque signé par un contribuable ayant des comptes cachés à l'étranger, 50 millions d'euros. Et le profil type, c'est l'héritier d'un compte en Suisse. Alors, la cellule de régularisation fiscale a été tellement sollicitée que des antennes régionales ont été créées pour absorber le flux de dossiers. Ça a permis d'écouler une partie du stock, mais pas totalement. Si ce service n'accepte plus de dossiers depuis le 1er janvier, il va continuer à traiter des dossiers pendant au moins 1 an. De nouvelles rentrées fiscales en perspective donc. En parallèle, Bercy est en train de renforcer son arsenal de lutte contre la fraude fiscale avec la création d'une police dédiée, l'embauche de spécialistes de l'exploitation de données pour mieux cibler les contrôles du fisc et la possibilité de publier les noms des plus gros fraudeurs. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. En Corse, enquête ouverte après la publication d'un message Facebook injurieux à l'encontre de Dominique Érignac, comparé aux Françaises qui ont collaboré avec les Allemands pendant l'occupation. Un texte publié sur un compte attribué à Charles Pieri, l'ex-chef du FLNC, soupçonné de tirer les ficelles de la coalition au pouvoir en Corse. Réaction du président du conseil exécutif, Gilles Simeoni. Il parle d'un message inacceptable. Le contenu de ce texte est injurieux, profondément choquant et à mes yeux
yeux inacceptable et totalement contraire au plan philosophique, éthique et politique, à mes valeurs, à mes principes. Madame Erignac, j'ai été présent à la commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat de son mari. J'ai exprimé à plusieurs reprises mon respect et ma compassion. Le procureur explique que ce texte, il pourrait avoir été écrit par Charles Pierry, un ancien leader du FLNC qui travaille aujourd'hui dans le parti de Jean-Guy Talamoni, votre allié, le président de l'Assemblée de Corse. Écoutez, je note que le procureur de la République reste réservé sur l'identité de l'auteur du texte, mais je vous réaffirme très clairement que quel que soit cet auteur, pour moi, le texte est totalement inacceptable. Gilles Simeoni avec Théo Manval. Un tremblement de terre la nuit dernière en Vendée, à une vingtaine de kilomètres au nord de Fontenay-le-Comte, magnitude 4,8. A priori, ni blessés ni dégâts, mais de nombreux appels inquiets aux pompiers. Les salariés des magasins Carrefour appelés à se mobiliser ce matin près du siège du groupe à Massy, dans l'Essonne. Un comité central d'entreprise doit examiner le plan de suppression de 2400 postes chez Carrefour et 2100 chez Dia. À Tulle, en Corrèze, mouvement inverse pour une menuiserie qui embauche 50 recrutements prévus cette année et qui laisse, c'est original, et qui laisse ses salariés procéder aux entretiens d'embauche plutôt que l'encadrement. Reportage dans l'entreprise Polytech, Stéphane Place. Poseur de joint dans cette entreprise corrézienne de menuiserie créée il y a 5 ans, Romain ne s'attendait pas vraiment à être un jour chargé de recruter de futurs collègues. Et pourtant, avec d'autres employés de cette PME qui compte déjà une centaine de personnes, le voici en train de faire passer les entretiens d'embauche. Ça m'a semblé bizarre parce que d'habitude, c'est les patrons qui font cette démarche. En fait, mon rôle, ça consiste à sélectionner des personnes, des profils qui correspondent vraiment au métier que j'exerce depuis 5 ans. C'est très valorisant. 24 candidats pour 8 embauches. Parmi les postulants, Clément, 27 ans. C'est moins intimidant, beaucoup plus direct vu qu'on rencontre carrément des employés normaux. C'est vrai que de ne pas rencontrer un patron ou n'importe où on a un peu de stress, tout ça, après ils expliquent bien. C'est vrai que c'est pas mal. Pas de DRH chez Polytech et une conviction. Ce sont les employés qui sauront faire les bons choix parmi les candidats. C'est Gilles Luc, le patron, qui le dit. Ils connaissent le métier, ils ont tous les éléments pour pouvoir recruter des gens à leur image. Donc oui, c'est un point fort. Ils n'ont eu aucune consigne. L'autonomie, la responsabilisation des collaborateurs et un chiffre d'affaires multiplié par 10 en 5 ans. Tulle, Stéphane Place, Europe 1. Jean-Yves Le Drian est à Bagdad ce matin. Visite surprise. Le ministre des Français et des Affaires étrangères vient pour discuter de la reconstruction et la stabilisation du pays après la défaite du groupe État islamique. Mystère en Russie sur les causes du crash qui a fait 71 morts près de Moscou. L'Antonov de la compagnie Saratov a disparu des écrans radars 4 minutes après le décollage. Les enquêteurs évoquent la météo, l'erreur humaine ou un problème technique, mais pas la piste terroriste. Et puis le procureur de l'État de New York assigne en justice le studio des frères Weinstein, accusé de ne pas avoir protégé ses employés face au harcèlement sexuel du producteur. Europe 1. Il est 8h08, la suite du journal, Patrick Cohen. C'est une alerte, Nicolas Barré. Les émissions de CO2 liées à l'automobile en France augmentent pour la première fois depuis un quart de siècle. En moyenne, oui, chaque véhicule neuf émet 111 grammes de CO2 par kilomètre. On était à 176 grammes en 1995, date à partir de laquelle les émissions ont commencé à baisser. On est tombé à 140 grammes en 2008, puis ça a continué à reculer d'année en année, jusqu'à l'an dernier où cette tendance vertueuse s'est inversée. Pourquoi ? Parce que les ventes de diesel sont en chute libre. Or, le diesel émet beaucoup de particules très nocives pour les poumons, mais moins de CO2 que les voitures à essence. Plus de voitures à essence, c'est donc plus d'émissions de CO2. Et c'est aussi la menace de sanctions européennes. Oui, alors les constructeurs ont jusqu'à 2021 pour atteindre 95 grammes de CO2, sous peine de lourdes amendes. Les Français ne sont pas très loin. Renault, PSA et PSA sont à 107 grammes. Le plus mauvais élève, c'est General Motors, avec 270 grammes. Une horreur, il faut dire qu'ils vendent beaucoup de SUV. C'est l'autre raison de la hausse des émissions de CO2. Fiat et Volkswagen sont derrière. Le seul qui soit déjà pratiquement dans les clous, c'est Toyota, 98 grammes, sachant quand même que ces mesures ont tendance à être un peu optimistes. On connaît la fiabilité de ces tests. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Merci à vous, Nicolas. Et maintenant, parlons un instant des crypto-monnaies. Si, forcément, vous en avez entendu parler, au moins de la principale de ces monnaies virtuelles, le Bitcoin, avec autour de vous, sans doute, un ami, un parent, un collègue qui a investi là-dedans. Le Bitcoin qui a vu sa valeur multipliée par 20 l'an dernier. C'est l'enquête du 8h. Martin Fenot, même si le cours du Bitcoin a largement baissé ces dernières semaines, ce marché représente aujourd'hui plus de
400 milliards de dollars. Oui, et parmi les investisseurs, cette famille de région parisienne. Autour de la table du repas ce jour-là, la mère discute de son placement. J'ai mis 200 €. Quand j'ai 150 € de bénéfice, je récupère mes 150 €. Le principe, c'est de pouvoir payer ma facture de chaudière l'année prochaine. Et ensuite, j'ai pour objectif la facture de la tondeuse. Sa fille et son compagnon, salariés dans l'informatique, ont acheté 1600 € de bitcoin. Lui est optimiste, elle, sceptique. Il veut être millionnaire, il veut arrêter de travailler, mais enfin c'est n'importe quoi. C'est l'avenir. Tu seras toujours dans le rêve de dire un jour je serai millionnaire. Et tu seras jamais millionnaire. Au moins madame, je rêve. Ce rêve est aussi celui de Gaëtan Guéret, DJ normand, qui a convaincu son entourage professionnel. Mon patron par exemple, des fois il a perdu 10 €, il m'envoie un message, j'ai perdu 10 €. C'est toute la journée pareil. En fait on se prend un peu pour des traders alors qu'on est loin d'être des traders. Est-ce que certains sont déjà devenus millionnaires grâce au bitcoin, Martin ? Oui, mais pour la plupart, l'argent reste virtuel. Michel Quartas, 23 ans, vit encore chez sa mère. Il a acheté des bitcoins il y a 4 ans. Il surveille son placement depuis sa chambre tous les jours et aujourd'hui, ils valent plus d'1 million d'euros. Je ne pensais pas gagner autant. Ça a été beaucoup plus haut que ce que je pensais. Encore, pour moi, j'ai du mal à digérer encore. Mais sinon, le stress en lui-même, il est constant. Tout le temps, on se dit, si demain, il n'y a plus rien. Alors pourquoi ne retire-t-il pas ses gains ? Eh bien, à cause de la fiscalité. S'il convertit ses bitcoins en euros, il devra payer plus de 60% d'impôts. Lui considère que c'est beaucoup trop. Ce qu'il attend, c'est que le niveau des taxes évolue ou qu'il puisse dépenser directement ses bitcoins pour ses achats de tous les jours. En attendant, le marché est très volatile, hausse et baisse brutale. Ces dernières semaines, par exemple, le bitcoin a perdu jusqu'à 70% de sa valeur, à tel point qu'en Russie, une hotline vient d'être créée, un service de soutien psychologique pour les détenteurs de bitcoin. Enquête de 8h signée Martin Fenot. Europe 1, il est 8h12. Les JO avec aujourd'hui le début à 13h heure française de la poursuite messieurs du biathlon où Martin Fourcade, porte-drapeau vexé par sa 8e place hier en sprint, peut prendre sa revanche, Cyril de la Morinerie. Oui, effectivement, Patrick, il a fallu dès la fin de course se projeter vers la poursuite. C'est ce qu'a fait Martin Fourcade. Il est un peu plus de 21h15 hier à Pyeongchang. Le Français de 29 ans prend ses bâtons, ses skis et il fait aussitôt un point avec son entraîneur. Ses improbables fautes au tir sont dues au vent tourbillonnant et sur les skis, c'est bien lui qui a été le plus rapide. Rassuré, Martin Fourcade se remet alors en mode combat. C'était une chance de titre comme il m'en sera donné rarement dans ma carrière et je ne l'ai pas prise. Je suis motivé pour la suite des Jeux, je suis sûr de mes forces, je garde le sourire. Le double champion olympique conserve toutes ses chances de titre. Il partira en 8e position. Il devra combler un retard de seulement 22 secondes sur la tête de course. Un scénario qui rappelle celui vécu il y a 4 ans à Sochi. 6e au terme de la première course. Il s'était rattrapé dès le lendemain sur la poursuite en décrochant le titre olympique. Merci à vous Cyril de la Morinerie, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Pyeongchang en Corée du Sud. En direct, notez que le slalom géant dames a été reporté à jeudi à cause du vent violent. On y attend la championne du monde française Tessa Worley, en espérant qu'elle fera aussi bien que Perrine Lafont qui a 19 ans, je vous le rappelle, a décroché la médaille d'or en ski de boss. Si vous voulez savoir ce qu'est un papa comblé, écoutez Jean-Jacques. Perrine Lafont, championne olympique. C'est extraordinaire de dire ça. C'est beau. Et oui, parce que c'est une fierté, c'est énorme, ça vient du fond du cœur, là, ça vient du fond des tripes. Et à 19 ans comme ça, il faut que vraiment il y ait un travail énorme. Et puis une équipe soudée, on a crié, on a dit c'est bon, quoi. C'est le plus beau jour de la vie, quoi. Voilà, le père de Perrine, Jean-Jacques Lafont avec Corinne Boulou à Pyeongchang. Europe.